Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à l'événement de ce matin, les panels de discussion organisés par la Coalition pour la Cour pénale internationale. Je suis Kirsten Schiersgaard, je suis la directrice de ce programme. La Coalition est un réseau de plus de 250 organisations non gouvernementales situées dans 150 pays qui travaillent en partenariat pour s'assurer que la Cour soit équitable, efficace et indépendante, pour que la justice soit universelle, pour renforcer la collaboration avec la Cour et pour faire avancer les lois nationales pour apporter la justice aux victimes. Je suis très honorée d'être ici ce matin et de vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes très reconnaissants aux Pays-Bas pour avoir organisé ces discussions aujourd'hui. Et je voudrais inviter l'ambassadeur Van Nysel à prendre la parole. Merci beaucoup, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est un très grand privilège de vous parler aujourd'hui. Comme nous tous et toutes, c'est ma première fois dans cette nouvelle salle du ministère des Affaires étrangères. Donc, si les choses vont mal, eh bien, vous le saurez, nous aussi, nous sommes en train de tester les locaux. En tout cas, c'est la première fois et nous espérons que tout va bien se passer. Je suis donc Paul Van Nysel. Je suis le nouveau représentant permanent néerlandais à la Cour pénale internationale et je suis ravie de travailler avec vous tous et toutes les années à venir. C'est un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette discussion de panel ce matin avec les candidats à l'élection de la CPI, donc dans ces nouveaux locaux du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Un grand bonjour en particulier aux 12 candidats et candidates qui ne sont pas tous présents encore, mais vous le serez pendant la journée. Je suis très heureux que vous soyez tous et toutes ici des 4 coins du monde. Je souligne que l'événement d'aujourd'hui est organisé par la Coalition pour la Cour pénale internationale, qui est un réseau de la société civile vraiment international avec plus de 250 organisations dans 150 pays. Aujourd'hui, nous sommes juste le locus delicti, donc le pays hôte organisateur. Je veux néanmoins dire quelques mots à cette occasion très importante. 15 années ont passé depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome et on a fait beaucoup de travail depuis ce moment-là. La Cour pénale internationale a fermement établi sa crédibilité en tant que Cour pénale indépendante et efficace. En 15 ans, le procureur a lancé des enquêtes dans 10 cas dans 9 pays qui ont mené donc à 9 jugements et un acquittement. Il y a 3 procédures qui sont en cours contre des individus qui incluent un ancien président ainsi que des leaders de groupes terroristes et autres. Mais nous pensons que l'impact de la Cour a été beaucoup plus important. Grâce à l'approche de complémentarité, la CPI a contribué à créer un système qui force les États à assurer donc la responsabilité pour les crimes les plus sérieux. Comme le président de la Cour dit souvent, la Cour, plutôt que d'être juste un tribunal, est un tribunal plus tous les systèmes domestiques de tous les États. En assurant la responsabilité, en apportant la justice aux victimes, on espère naturellement que ces crimes seront prévenus aussi. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, bien que les succès de la Cour sont certains, il est également évident aussi que la Cour continue à faire face à de nombreux défis. Dans de nombreuses régions, l'accès à la justice pour le crime de guerre et les crimes contre l'humanité et le génocide demeurent un rêve plutôt qu'une vraie possibilité.
La Cour, les États parties, les organisations non gouvernementales et surtout la société civile partagent tous et toutes la responsabilité pour la réalisation de la mission du statut de Rome. Les juges futurs de la CPI seront en première ligne de ces efforts. Nous pensons donc qu'il est très important d'avoir un processus transparent, équitable et basé sur le mérite pour que les États puissent prendre des décisions bien renseignées et aider donc la Cour à remplir son mandat. Je suis donc si heureux de voir que vous êtes venus si nombreux, si nombreuses aujourd'hui pour apprendre à mieux connaître les candidats, les candidates. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Merci beaucoup. Thank you very much, Ambassador. Merci beaucoup, ambassadeur. Je veux vous remercier aussi tous vos collègues qui ont aidé à organiser cette réunion. Et je veux dire que moi aussi, je suis très reconnaissante à tous les candidats, candidates qui sont venus pour cette discussion de panel aujourd'hui et qui veulent donc mieux renseigner sur les candidats. L'organisateur de la coalition, M. Bill Pace, vous remercie aussi et regrette de ne pas être présent ici aujourd'hui. Il y a d'autres réunions très importantes liées à ces questions qui ont lieu en ce moment à New York. Alors, quelques questions d'ordre pratique. Il y a une interprétation anglais-français, français-anglais. Et je remercie en avance les interprètes pour leur aide aujourd'hui. Pour ceux et celles qui sont ici présents à La Haye, si vous voulez quitter les bureaux du ministère, vous devez rendre votre badge et vous devez vous enregistrer de nouveau quand vous voulez revenir. L'événement d'aujourd'hui est enregistré et diffusé live et ceux et celles qui écoutent de loin et qui regardent de loin peuvent se joindre donc à notre discussion sur Twitter, hashtag ICC élection et hashtag ICC the best. Comme M. Van Eyck l'a indiqué, le ministère des Affaires étrangères et la coalition veulent souligner que ces panels judiciaires sont indépendants. L'événement d'aujourd'hui fait partie d'une campagne de longue date entreprise par la coalition qui est sûre que la CPI ne sera considérée comme indépendante et équitable que si les chambres comprennent les juges les mieux qualifiés. Depuis les premières élections de la Cour en 2003, la coalition a aidé à sensibiliser sur les élections et sur le processus. À la 16e session des États parties en décembre 2017 à New York, 6 nouveaux juges seront élus à la CPI. Les panels de discussion d'aujourd'hui sont une occasion de mieux apprendre, de mieux connaître les candidats, leur expérience. La coalition a demandé à tous les nominés de remplir des questionnaires et aussi à fournir plus d'informations sur leurs compétences. Je suis très heureuse d'annoncer que les 12 candidats ont complété ces questionnaires. Ces questionnaires sont disponibles sur notre site web www.coalitionfortheicc.org. La coalition ne soutient pas des candidats particuliers. Elle ne fait donc qu'aider la procédure. La coalition, elle refuse donc tout arrangement politique dans le cadre de ces élections. Dans un moment, je vais demander aux candidats de se présenter pendant 5 minutes et après j'ouvrirai donc la salle à des questions. Quand on passera à questions-réponses, je demanderai à tous ceux
qui prennent la parole de ne pas faire des déclarations, mais de juste poser des questions. Je vous demanderai aussi de ne pas poser des questions qui portent sur une enquête en cours ou autre cas qui est en ce moment traité par la CPI. C'est mon grand plaisir maintenant de laisser 5 minutes à chaque candidat. Alors, je commence par Madame Majera. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je suis Justice Majara, je suis une juge du Lesotho et je suis en ce moment la chef du pouvoir judiciaire du pays. Je suis qualifiée en tant qu'avocat. J'ai étudié le droit à l'Université nationale du Lesotho dans mes années formatrices. J'ai un Bachelor of Arts dans le droit, une licence dans le droit et une maîtrise dans le droit que j'ai eue à l'Université de Londres, au King's College. J'ai servi en tant que juge les 14 dernières années, dont 3 en tant que juge en chef. Avant ceci, j'étais un magistrat pendant 10 ans. J'ai surtout traité avec le droit et la procédure pénale. Après ceci, j'ai joint la faculté le droit de l'Université nationale du Lesotho et j'ai enseigné le droit et la procédure pénale et la criminologie. Après, je me suis joint à une ONG qui porte donc sur l'éducation, les femmes et le droit en Afrique. Elle étudie comment le droit touche les femmes et les enfants, l'objectif étant d'émettre des recommandations aux autorités pour qu'elles changent les droits, pour que celles-ci puissent mieux répondre aux défis spécifiques des femmes. Après ceci, on m'a donc nommée à la Cour suprême du Lesotho, et la Cour suprême et la Cour d'appel. Alors, il y a une particularité avec cette cour d'appel, c'est que même en tant que juge en chef, eh bien, je siège sur la cour haute, mais je suis aussi juge d'office. En plus d'être la juge en chef du royaume, je me suis sentie motivée à servir à la CPI. Et c'est parce que je pense que j'apporte une différence. Je suis une femme, je suis la première juge en chef dans la région. J'ai travaillé avec le droit pénal pour la plus grande partie de ma vie professionnelle. Je pense que j'apporte beaucoup d'expérience d'une juridiction du droit commun qui n'est pas très différent au système appliqué à la CPI. J'apporte aussi une perspective africaine d'un tout petit royaume. J'ai traité sur les questions des femmes et je pense que la CPI, elle doit être représentative au niveau du genre, au niveau géographique aussi. Et voilà ce que je voulais dire. Merci, Madame Majara. Je pense maintenant la parole à Madame Bossa. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la modératrice, Vos Excellences, les membres de la Coalition pour la Cour pénale internationale et vous tous, participants très distingués. Je vous remercie d'être venus et de nous accorder cette opportunité de vous présenter nos expériences pour ce poste. Je m'appelle Salomé Balungi Bossa, je viens de l'Ouganda, je suis juge à la Cour d'appel de l'Ouganda et aussi un juge
à mi-temps avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi aussi que le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux. Mon travail en tant que juge remonte à une période de 20 ans. Durant cette période de 20 ans, j'ai siégé à ces différents cours. J'ai suivi plus de 100 procès, aussi bien avec les États-Unis, avec le tribunal pénal international pour le Rwanda, et en ce moment avec le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux. Donc, sans procédures complexes, beaucoup portant sur les violences sexuelles et de genre. Et je continue de traiter ces affaires aussi bien dans des situations de conflits internes que des situations de conflits internationaux. En tant que juge à la Cour africaine, je juge des cas qui sont portés aussi bien, ou plutôt par des individus contre des États qui ont violé les droits humains. Lorsque nous trouvons qu'il y a eu une violation, nous ordonnons donc des réparations. Je connais ce concept. Au niveau national, j'ai commencé en tant que juge de la Cour supérieure qui a une juridiction illimitée. J'ai suivi beaucoup de procédures pénales, mais aussi beaucoup de procédures dans le cadre du droit de la famille. Avant, j'étais un avocat et aussi une militante. Et dans ce rôle, j'ai représenté les femmes sans moyens pour qu'elles puissent donc faire valoir leurs droits. J'ai aussi représenté un nombre de personnes indigentes dans différents cadres aussi. Je continue aussi à traiter des affaires de viol et je continue aussi d'entendre des appels dans ce contexte à la Cour d'appel. Ma décision de me porter candidate est basée sur mon expérience. Je pense sincèrement que je peux contribuer à la CPI. Je suis passionnée par la justice, en particulier pour les crimes sérieux, et je crois fermement qu'il faut rendre responsables les personnes qui commettent des crimes graves contre des personnes innocentes. J'espère que mon expérience va aider à améliorer l'indépendance et l'efficacité de la Cour. Je suis familière avec les procédures des cours, avec les règles des procédures et de preuves. La collégialité est absolument essentielle de façon à arriver à des décisions de façon rapide et équitable. Voilà pourquoi je me suis portée candidate à la CPI et j'espère que mon expérience va aider la Cour. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Bossa. Et je passe maintenant à Monsieur Tchakda. Je voudrais exprimer ma reconnaissance au nom de mon gouvernement à la Cour pénale internationale d'organiser ces débats si importants. Et je voudrais également remercier les autres de venir ici. Je m'appelle donc Tchakda. Je représente
le gouvernement de la Mongolie qui m'a nommé comme candidat pour l'élection des juges au niveau de la CPI. Et ces élections qui vont avoir lieu pendant cette 16e session qui aura lieu en septembre de cette année. Je suis sur la liste A sous l'article 36.5 du statut de Rome. Maintenant, à raison de l'article 36, paragraphe 8 du statut de Rome, je représente le système de droit civil pour le groupe Asie-Pacifique. Mon CV est disponible sur le site web de la CPI. Je crois que je satisfais aux exigences décrites dans l'article 36, paragraphe 3 du statut de Rome. Je sers actuellement en tant que juge à la Cour suprême de mon pays dans les affaires pénales et j'ai tenu ce poste depuis avril 2015. J'ai des compétences dans le droit pénal et les procédures pénales et j'ai suffisamment d'expérience en tant qu'avocat et de juge d'instruction ainsi que dans toutes les instances du système judiciaire en Mongolie. Ainsi, je satisfais aux exigences prescrites dans l'article 36, paragraphe 1. Et donc, je suis membre également de l'Association des avocats de la Mongolie qui se spécialise dans les crimes des juvéniles, dans les procédures impliquant les enfants et l'exploitation sexuelle des mineurs. J'ai également agi en tant que juge d'instruction avec compétences exclusives dans une unité spéciale du service qui se charge des affaires impliquant les jeunes et qui est responsable de faire des enquêtes pour des affaires pénales qui se pense également sur des agents de police, des juges, des agents de services secrets et autres. J'ai également des expériences assez variées dans différents aspects des procédures criminelles. J'ai occupé différents postes. Je continue ma carrière professionnelle en tant que juge et donc j'ai aussi beaucoup d'années d'expérience dans le cours de ma carrière en tant que juge depuis 2006 jusqu'en avril où je servis à la cour de première instance où j'ai eu affaire à des affaires très complexes avec des personnes occupant des postes élevés dans notre pays. Ainsi que j'ai nommé quelques exemples, ainsi que quelques membres de Parlement. En 2012 et 2015, j'ai travaillé à la Cour d'appel des affaires pénales et en 2015, j'ai été nommée en tant que juge à la division pénale de la Cour suprême de la Mongolie. Pendant toute ma carrière en tant que juge, qui a duré pendant 11 ans dans différentes régions de la Mongolie, j'ai eu à rendre justice sur plus de 4000 affaires. J'ai obtenu mon diplôme en Mongolie, mais j'ai également étudié à l'Université des États-Unis d'Amérique, où j'ai également fait une période de pratique. Et j'ai continué avec des formations supplémentaires aux Pays-Bas, en France et à Hong Kong. Et je suis expert dans les recherches de procédures criminelles à l'Université nationale de la Mongolie et dans ma thèse de doctorat, j'ai fait des recherches sur les différents traités qui affectent les systèmes judiciaires en Mongolie. J'ai aussi beaucoup d'expérience dans la justice pénale en Mongolie de 2011 à 2016 où j'étais membre du comité gouvernemental pour une cour spécialisée qui se penchait sur la charte et le droit constitutionnel. Et en cette capacité, j'ai
contribué à établir le cadre juridique établi en Mongolie actuellement. Et la justice pénale a permis de consolider les principes de juridiction universelle et de la non-applicabilité, de l'imitation nationale et de la complémentarité pour les crimes dans la juridiction de procédure internationale. Actuellement, je suis membre du comité gouvernemental qui doit apporter des amendements aux procédures pénales en Mongolie pour qu'il entre en pleine conformité avec les traités internationaux. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Tchakta. Maintenant, je voudrais donner la parole à Monsieur Đurđević. Madame Đurđević, bonjour tout le monde. Je m'appelle Zlata Đurđević. Je suis candidat représentant la Croatie. Je voudrais d'abord remercier la coalition pour la CPI d'organiser cet événement et je voudrais présenter notre expertise et nos connaissances dans ce domaine. Je suis professeur de droit pénal et de droit international et de droit humain à l'Université de Zagreb. J'ai une maîtrise et une licence de l'Université de Zagreb et également une diplôme de l'Université de Cambridge. J'ai passé l'examen du barreau en 1994. J'ai 25 ans d'expérience à l'université, mais également dans le système judiciaire. Je suis candidat représentant la République de Croatie pour la liste B. Comme je suis professeur de droit international pénal, de droit humain et d'autres sujets, j'enseigne à l'Université de Zagreb, mais je enseigne également à l'Université de Luxembourg en matière de droit pénal international. En 2014 et 2016, j'étais à l'école de Yale où j'étais responsable de la recherche entre la collaboration internationale et les droits humains. Pour ce qui concerne mon expertise en matière de droits humains, j'ai eu affaire à des cas spécifiques, mais aussi à des études spécifiques liées à la justice pénale impliquant les droits humains. Donc, je suis experte en ce qui concerne le procès équitable, l'interdiction de la torture, l'enquête, les droits à la vie privée et tous les droits qui sont très importants dans les procédures pénales. J'ai également donné des cours de droit humain et de la justice pénale à l'Université de Zagreb, mais j'ai également donné ce genre de cours à l'Université de Berkeley en tant que professeur hôte. Pour le droit pénal et les procédures pénales, j'enseigne cela à 2 universités différentes et j'ai écrit nombre de documents dans ces domaines. Et aussi ce qui relève de la coopération internationale et du droit pénal international. Également, pendant mon séjour à la Yale School, j'ai écrit un rapport sur le système d'application de loi des différentes cours pénales. Même si je suis candidate pour la liste B, j'ai également des qualifications pour ce qui concerne la liste A, comme je suis professeur de droit et de procédure pénale. Pour le domaine de travail dans lequel je suis plus active, je suis chef de droit administratif depuis 7 ans déjà. J'ai présidé le groupe de travail du ministère de la Justice qui a à faire avec la nouvelle loi par rapport aux procédures pénales. En tant que professeur en Croatie, j'ai participé au système judiciaire en donnant des avis légaux pour différents cours, pour les procédures pénales, mais aussi pour la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les droits de l'homme. Pendant les 2 années qui viennent de s'écouler, j'ai également été expert témoin pour les procédures d'arbitrage pour Umbitra et Exit dans les procédures d'arbitre de sport contre la République de la Croatie. Donc, il me reste à conclure que je suis confiante, que j'ai toutes les connaissances et compétences et spécialisations requises pour la CPI en ce qui concerne le droit pénal international, le droit humanitaire et le droit humain, mais également en ce qui concerne les procédures pénales. Pour être juge au niveau de la CPI, même s'il y a 2 listes, je pense
que pour les procédures d'élection. On en a besoin, mais chaque juge doit avoir des connaissances dans chaque domaine, puisqu'il s'agit d'une cour pénale qui doit mener des procédures pénales afin d'établir les responsabilités pénales et appliquer les normes internationales prescrites par les conventions et traités internationaux. Je suis confiante que je peux collaborer avec des collègues. J'ai des expertises également en matière de droit civil, comme je viens d'un pays où le droit civil est appliqué, mais j'ai aussi suivi beaucoup de formations à l'étranger, Cambridge, Berkeley, l'université Yale, et j'ai fait des projets de recherche là-bas, donc j'ai beaucoup de connaissances dans les questions liées au droit commun et au recueil de matériel de preuve. Merci. Et maintenant, j'écoute vos questions. Merci, Madame Devich. Merci aux candidats de s'être présentés ainsi. Maintenant, je voudrais ouvrir le micro aux personnes qui sont physiquement présentes ici ou qui suivent notre séance par le biais de Twitter ou d'autres médias sociaux. Donc, si quelqu'un souhaite poser une question, je vais vous demander de lever la main et quelqu'un s'approchera de vous avec un micro baladeur si vous n'êtes pas assis devant un microphone. Et je vous demande encore une fois de ne pas faire d'observation ni de placer un commentaire par rapport à ce que vous venez d'entendre, mais simplement de poser des questions aux membres du panel. Je vois qu'il y a une personne qui veut poser une question à ma gauche. Journaliste pour la justice. En tant que juge pour la CPI, votre tâche sera non seulement des procédures juridiques, on va également vous demander de contribuer au développement du système qui est encore assez jeune, pour ainsi dire. Ce rôle est formalisé dans votre description de tâche en tant que membre de la formation collégiale de la Cour, et vous avez un rôle informel dans le conseil des partis États par rapport aux modifications qu'ils doivent apporter à leur système. Maintenant que vous êtes candidat, je suppose que vous avez suivi de près les évolutions de la Cour depuis ces dernières années, et je me demande si vous avez des idées sur comment continuer à développer le système. Je pense à deux aspects en particulier sur lesquels je voudrais entendre votre opinion. Tout d'abord, si nous pensons par rapport aux infractions par rapport au système de justesse, tel qu'on le nomme au niveau de la CPI, le statut de Rome ne prévoit que le procureur qui puisse mener des enquêtes, même si c'est son propre personnel qui est soupçonné de commettre ce genre d'infraction. Alors que pour l'ancien tribunal de l'ex-Yougoslavie, eh bien, la Chambre collégiale a un choix des différents moyens à déployer. Voilà un des éléments sur lesquels on se demande si le système doit être amélioré en s'inspirant peut-être d'autres tribunaux internationaux. Deuxième élément sur lequel je voudrais connaître votre avis, c'est lorsque je considère le public en général, les groupes de victimes dans certaines situations qui ont des objections par rapport au procureur qui ne fait pas des poursuites juridiques. Il y a des systèmes domestiques où des mécanismes sont prévus pour les citoyens qui ne sont pas satisfaits du travail du procureur. Aux Pays-Bas, une victime ou un autre parti intéressé peut demander à la cour d'appel de obliger le procureur à faire son travail. En Allemagne, c'est un crime si un procureur refuse de mener des procédures juridiques ou de saisir la cour, alors qu'à la CPI, il n'y a aucun mécanisme qui permet d'avoir ce type de contrôle. Donc voilà deux aspects auxquels personnellement je pense qu'il faut améliorer le système. Mais vous pouvez avoir d'autres opinions sur le développement plus poussé du système en place. Merci beaucoup.
Je vais donc offrir à chacun des candidats de réagir par rapport à ces questions que je vais résumer comme suit. En quoi pensez-vous être capable de continuer à développer le système d'opération de la Cour pénale internationale sous le statut de Rome? Donc, veuillez indiquer comment vous souhaitez répondre et en tant que juge au niveau de la CPI, sans pour ainsi dire, influencer les affaires qui seront traitées par la CPI. Peut-être que je vais commencer par Madame Đurđević. Tout d'abord, je tiens à dire qu'un des défis à relever par la CPI, c'est effectivement la procédure, la durée des procédures qui a été interrogé assez souvent par la CPI. Le juge actuellement en place pour la CPI en a fait une priorité première pour que la Cour devienne plus efficace et accélère ses procédures. Je suis confiante dans le fait que j'ai les connaissances nécessaires permettant d'aider la Cour d'être plus rapide et plus efficace. Ce qui a été fait à ce jour par la Cour, c'est de raccourcir les phases préliminaires des procédures juridiques ainsi que indiquer les motifs d'inculpation. Il est également important de normaliser les différentes procédures et il y a des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui ont été définis pour les juges. Il est clair qu'il y a des facteurs externes liés à la durée des procédures et donc ce n'est pas toujours la responsabilité des juges que ça dure aussi longtemps. Mais un juge doit faire de sorte que ce ne soit que des facteurs externes qui entrent en jeu ici, comme la collaboration des États, par exemple. Vous savez que la Cour ne peut pas imposer quoi que ce soit. Il dépend donc largement de facteurs externes afin de pouvoir accélérer les procédures. Maintenant, je préférerais la solution que le procureur soit aux mains du procureur et pas aux mains des juges, même si ça peut arriver qu'il y ait un problème au niveau d'une procédure juridique. Par exemple, dans ce cas de mépris de la Cour, il faut quand même assurer l'impartialité des juges. La Cour a également proposé un amendement et l'a soumis aux États parties, selon lequel uniquement un juge a la compétence de rendre justice dans ce genre d'infraction. Je crois que c'est une bonne solution et je pense qu'un juge unique pour ce type d'infraction suffit amplement, mais aussi il doit y avoir une possibilité d'aller en appel devant une chambre collégiale. Pour ce qui concerne les autres questions liées à la non-poursuite, quelle était la question? Il me semble que la question portait sur une affaire où le procureur peut décider de ne pas saisir le tribunal. Bon, il s'agit du droit à l'enquête efficace. C'est un des droits principaux des victimes qui a été lancé par la Commission européenne des droits humains. Toutefois, c'est quelque chose qui n'est pas applicable au niveau de la CPI actuellement. Les victimes sont justement une position spéciale au niveau de cette cour-ci et une position qui est bien différente de celle des autres tribunaux. Et les victimes sont impliquées dans toute la procédure, du début jusqu'à la fin, mais ils ne peuvent pas prendre les rênes en main en ce qui concerne les poursuites juridiques. C'est le procureur qui doit le faire. Et donc, c'est vrai, il y a souvent des critiques émises par différents États, par
les académiciens et les autres communautés, même si il y a beaucoup de pression exercée dans certaines affaires, il sera très difficile d'avoir des procédures pénales internationales menées par les victimes. Donc voilà, je crois que la solution que nous avons en place actuellement, c'est-à-dire que les poursuites juridiques soient aux mains du procureur de la CPI. Merci. Question regarding contributing to the further development. Monsieur Chagda, la même question. Je pense que l'établissement de la CPI était très inspirante et que de nos jours, elle doit donc contribuer à la justice internationale. Et elle doit contribuer donc à lutter contre l'impunité et demeurer efficace. Et pour ceci, il faut améliorer le niveau de collaboration avec les États membres, les États parties, de façon à ce que le mandat de la Cour puisse être bien exécuté. Pour ce qui est des jugements de la CPI, sa contribution au droit international, je pense qu'il est encore trop tôt pour donner une réponse définitive, vu le temps très court depuis que la Cour existe. Monsieur Jagda, la même question. Merci beaucoup. Alors, les infractions contre l'administration de la justice, eh bien, dans mon expérience, il y a par exemple les faux témoignages qui sont très importants et ces infractions elles doivent être poursuivies. Cependant, la procédure est assez difficile. Les juges qui ont donc affaire à des faux témoignages doivent agir, mais le procureur lui-même aussi est dans une situation délicate parce que souvent on lui demandera d'enquêter. Mais je pense que pour améliorer le processus, si le procureur est considéré comme n'étant pas indépendant, mais eh bien, ce que la Cour peut faire, c'est s'assurer qu'il nomme des amicus curiae indépendants pour ces enquêtes. Je dois avouer que je n'ai pas suivi cette procédure de façon très étroite pour ce qui est de la CPI, mais je sais que c'est comme ça que l'on faisait au tribunal pénal international pour le Rwanda. Et il faut aussi que ces affaires, elles aient la même priorité que les autres affaires, parce qu'elles peuvent donc faire en sorte que des témoins soient en danger. Au TPIR, nous avions donc un temps défini pour compléter les affaires et beaucoup de ces affaires, elles ont été repoussées jusqu'à la fin et elles sont maintenant entre les mains du MTPI. Je pense que la situation idéale, ce serait de les traiter en même temps, en parallèle avec les affaires en cours, parce qu'elles sont tout aussi importantes pour l'administration de la justice. Pour ce qui est de manque de satisfaction avec le bureau du procureur, eh bien, de nouveau, oui, il y a des problèmes parce que le procureur doit être indépendant et donc, si le procureur décide de ne pas lancer une poursuite, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Alors, c'est vrai que les victimes n'auront pas de remède, mais je pense que la solution réside en continuer d'identifier des procureurs, ou plutôt que le processus de sélection
des procureurs doit continuer à être basé sur le mérite, de façon à ce que lorsqu'un procureur décide de ne pas lancer une poursuite, que cette décision soit acceptée par tout le monde parce que tout le monde saura que ce procureur, cette procureure est indépendant et que la décision aura été prise de façon équitable. Et de plus, ceci n'est pas la fin de l'histoire. Si le procureur a plus de preuves plus tard, eh bien, il ou elle peut toujours lancer une poursuite. Et lancer une poursuite lorsqu'il ou elle est plus sûr de pouvoir le faire de façon à réussir. Donc, moi, je ne vois pas ceci nécessairement comme un désavantage en soi, parce qu'il peut y avoir de vraies raisons pour lesquelles un procureur et une procureure décidera de ne pas agir à un certain moment donné. Merci beaucoup, Madame Bossa. Maintenant, même question, Madame Majara. Merci beaucoup. Je vais commencer tout d'abord avec cette question. Lorsqu'une procureure décide de ne pas poursuivre certaines infractions, je veux commencer par dire qu'il est bien connu qu'au niveau de la CPI, les choses sont particulièrement difficiles parce que la CPI dépend beaucoup de la coopération des États parties pour ce qui est de permettre, par exemple, que des enquêtes soient lancées dans leurs pays respectifs et aussi de bien soutenir la Cour et les procureurs au niveau des ressources. Mais si je regarde dans nos procédures chez nous, eh bien, un procureur parfois hésitera, ou lorsqu'un procureur hésite à agir, eh bien, la loi permet donc une poursuite personnelle. Un individu peut demander un certificat de nolle prosequere, donc de refus d'agir, et l'individu a à ce moment-là le droit de nommer un professionnel lui-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait explorer aussi au niveau international. Lorsque le procureur ne lance pas une poursuite, surtout lorsque les raisons ne sont pas très claires pour ceci, et bien que les victimes aient l'opportunité ou le pouvoir ou l'autorité de nommer leur propre avocat pour que ceux-ci puissent s'occuper de l'enquête et de la poursuite. Je suis consciente qu'au niveau international, ceci sera 2 fois plus difficile, vu que c'est déjà très difficile au niveau national. Mais c'est quelque chose qu'on peut explorer dans des amendements, par exemple. Voilà ce que je dirais pour ça. Alors, pour ce qui est d'outrage au tribunal, eh bien, je dirais, sur la base de mon expérience chez nous, eh bien, ça aussi, c'est eh bien, la Cour ne s'occupe de ces questions d'outrage que lorsqu'elles sont apportées devant la Cour. Ce n'est pas une procédure, par contre, qui est menée par le juge. Donc, je ne sais pas s'il serait facile pour la Cour de s'occuper elle-même, d'être le moteur donc d'affaires d'outrage au tribunal. Alors pour ce qui est de proposer des amendements, je sais que l'une des plus grandes critiques de la CPI, c'est le temps que cela prend avant qu'une affaire, qu'il y ait une poursuite et qu'elle soit terminée. Mais avant de passer à la coopération des États parties, je voulais dire qu'on pourrait explorer, pour ce qui est des amendements, de permettre aux affaires d'être menées autant que possible par le juge, pour que le juge ait plus de pouvoir, donc. Par exemple, sur la base de notre expérience chez nous, lorsqu'il est très évident
qu'un avocat de la défense ou autre personne est en train de frustrer la procédure en demandant toujours des reports, etc., que le juge ait la liberté donc de continuer avec l'affaire, même en l'absence d'une telle personne, ou bien d'ordonner, par exemple, qu'un nouvel avocat soit nommé de façon à ce qu'on puisse poursuivre l'affaire. Je pense que ça, c'est le type d'amendement qu'on pourrait étudier. Oui, pour ce qui est des infractions sous l'article 70 pour l'administration de la justice, nous avons des infractions dans notre propre code pénal que lorsque les gens ils donnent un faux témoignage de façon volontaire, eh bien, le juge a le droit d'ordonner que cette personne, elle soit jugée pour l'infraction de parjure. Mais la plupart des enquêtes et des poursuites, elles demeurent néanmoins dans les mains des procureurs. Voilà, je pense, les expériences qu'on pourrait apporter à la CPI pour voir jusqu'à quel point on pourrait essayer de les insérer dans cette cour de façon à améliorer son efficacité et sa rapidité de procédure. Merci. Merci, Madame Majara. Est-ce qu'il y a une autre question? Ici, à La Haye, est-ce que quelqu'un d'autre à La Haye voudrait poser une question aux membres du panel ce matin? Je vois deux mains. Je crois que j'ai vu d'abord celle au fond là-bas. Veuillez employer le microphone, s'il vous plaît. Merci. Je suis Erika de l'ambassade de l'Argentine. Ma question, si vous êtes élu, vous devrez interagir avec des juges qui viennent de cadres juridiques différents, le droit continental, le droit commun. Comment est-ce que vous prévoyez l'interaction entre les différents systèmes juridiques? Et comment est-ce que vous réussirez ou est-ce que vous pensez que cet équilibre entre le droit continental, le droit commun, est-ce que c'est pertinent? Ou est-ce que vous avez une approche particulière à ce défi? Je voudrais entendre vos opinions sur cette question. Merci. Alors, on revient à nos candidats. Ici, la question, elle porte sur le fait que la CPI, elle rassemble le droit commun, le droit civil. Alors, quelles sont vos pensées sur cette situation, vu qu'en tant que juge, vous devrez avoir affaire à ces différences? Je vais commencer cette fois avec Madame Bossa. Merci, Madame la modératrice. L'interaction entre les juges de différents systèmes judiciaires est un développement très sain. Si, du point de vue de la collégialité, qui est un devoir qui est imposé aux juges d'être collégiales les uns envers les autres, il ne devrait pas y avoir de problème de synchronisation. Il y a des règles de procédure, il y a des règles de la preuve et il y a des systèmes hybrides qui joignent les deux systèmes de droit civil et de droit commun. Et les juges, donc, devraient pouvoir arriver à une décision. J'ai interagi avec des juges de différents systèmes juridiques, aussi bien au tribunal pour le Rwanda qu'à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et je suis toujours étonnée de voir que le concept de la justice est le même. Nous avons peut-être différentes règles pour raisonner, mais lorsque les faits montrent qu'une infraction a été commise et une fois que les preuves sont bien évidentes,
Eh bien, les juges après s'accordent sur un verdict. Quoi qu'il en soit, ceci étant dit, parfois on a une approche différente à une certaine affaire, pas nécessairement parce qu'on vient d'un système juridique différent, mais peut-être sur la base de considérations qu'on a ayant trait à la gravité ou non d'une affaire. Mais dans ces cas-là, on écoute ses collègues et parfois on est persuadé, on est convaincu par eux ou parfois c'est nous qui convainquons les autres. Ce qui est important, c'est d'écouter ses collègues, de réfléchir à ce qu'ils et elles ont dit, parce que tant qu'on n'a pas pris de décision, eh bien on peut changer d'idée. Il faut être guidé par son sens de la justice, appliquer le droit, et je crois qu'une décision, on arrive rapidement à une décision. Naturellement, ceci demande le respect les uns les autres et aussi l'habilité de bien écouter ce que les collègues ont à dire. Merci. Madame, merci Madame Bossa. Madame Dodevich. La CPI a des procédures pénales mixtes. Ceci signifie qu'il est composé d'instituts donc venant de pays de droit civil, aussi de droit commun. Les principes du droit civil sont plus représentés que dans que dans les cours précédentes à la CPI où il y avait toujours, surtout les principes de droit commun. Donc, il est nécessaire que les juges qui viennent de ces différents pays travaillent ensemble. Et c'est ça, justement, qui fait la force de cette cour. Cette cour est déjà internationale. Ces décisions sont mises en œuvre et son modèle, maintenant, on le retrouve dans de nombreux pays du monde. Alors, sur la base de mon éducation et de mon travail, je viens d'un pays donc de droit civil, mais j'ai aussi beaucoup de connaissances sur la tradition du droit commun, surtout parce que j'ai un master en criminologie de l'Université de Cambridge, où j'ai aussi suivi des cours sur le droit et la procédure pénale du Royaume-Uni. Après, j'étais à l'Université de Berkeley et aussi à l'école de droit de l'Université de Yale, où j'ai fait une recherche sur le droit comparatif et donc sur l'intégration des procédures aux États-Unis et à l'Union européenne. Et j'ai pris cette opportunité d'être à cette école de droit pour suivre aussi des cours sur la procédure et la preuve aux États-Unis. Et tout ceci m'a aussi apporté la possibilité de mieux comprendre la procédure du droit commun. Ceci m'a aussi apporté de l'expérience et je suis très consciente du fait que quelque chose qui peut sembler complètement inacceptable dans le système de l'un peut être parfois requis dans le système de l'autre et qu'il faut donc pouvoir coopérer avec les juges venant de pays différents de façon à bien comprendre leurs perspectives et à trouver des compromis qui seront acceptables pour l'autre système juridique, mais aussi qui va être acceptable au niveau des normes des droits humains. Merci, Madame Dodevich. Maintenant, Madame Majara. Merci beaucoup.
Je pense qu'il faut toujours se souvenir que les juges sont des professionnels. Le fait que nous venions de différents systèmes et que nous ayons des expériences différentes, eh bien, moi, je pense que ceci doit être considéré comme une force et un avantage plutôt qu'un désavantage. Quand on met tout ça ensemble, il y aura justement une complémentarité. Et je veux donc souligner ce que la juge Bossa a déjà dit. En tant que juge, nous venons de juridictions où nous sommes par exemple à la Cour suprême avec des panels. Nous connaissons donc les jugements minoritaires ou autres. Mais, comme ma collègue a dit, du moment qu'on se respecte les uns les autres et qu'on sait communiquer, eh bien, cette diversité, elle doit être considérée comme un avantage supplémentaire plutôt qu'un désavantage. Pour moi, c'est une force. Merci. Merci, Madame Madjara. Et maintenant, on finit sur Monsieur Chagda. Moi, j'ai acquis beaucoup de connaissances sur le système du droit commun pendant mon temps aux États-Unis, bien que de façon traditionnelle, la Mongolie a toujours fait partie d'un système de droit civil. Cependant, le système de la Mongolie a adopté beaucoup d'éléments maintenant du système de droit commun. Et je pense que vu ma connaissance très approfondie du système du droit commun, je pense que je n'aurai aucune difficulté à collaborer avec mes collègues. Merci. Merci. Maintenant, je pense qu'il y avait une question de ce côté. Merci, je m'appelle Bridget Tinder, je suis pour l'initiative pour les femmes d'obtenir la justice. Merci aux différents membres du panel pour les introductions qu'ils vous ont faites. Vous savez que la CPI est une institution de justice qui travaille dans un contexte hautement politisé. La condition dans laquelle les crimes sont commis sont dans la juridiction aux compétences de la Cour et ça doit être traité dans des environnements complexes et politisés. Et donc, la crédibilité de la CPI dépend fortement de l'autonomie de la Cour pour pouvoir mener leurs enquêtes et pour assurer l'impartialité et l'indépendance du personnel juridique. Donc, la question est la suivante. En tant que juge, au niveau de la CPI, comment voyez-vous cette situation et que pensez-vous faire pour assurer votre indépendance? Merci. Donc, la question a affaire à l'opération d'un système judiciaire dans un climat hautement politisé. Et comment, en tant que juge au niveau de la CPI, vous pensez traiter cette situation? Nous allons donner d'abord la parole à Madame Madjara. L'indépendance des juges. Oui, l'indépendance des juges étant donné les enjeux politiques. Ce n'est rien de nouveau. Même au niveau national, je crois que c'est parfois pire. Les pressions sous lesquelles on doit travailler sont encore plus fortes qu'au niveau international. Donc, en tant que juge, au niveau de la CPI, sera plus facile. Car les types de pression sont pas exercés au niveau personnel, mais seront plutôt axés sur la totalité de la Cour. Donc, c'est plus facile à gérer et plus facile à naviguer dans ce genre d'environnement. Pourtant, je ne peux pas prétendre que ça ne va pas poser quelques difficultés aux juges. Mais pour ce qui concerne la garantie de l'indépendance des juges, eh bien, c'est un fait, puisque normalement, un juge n'a pas affaire à des situations qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils ont l'habitude de travailler dans leur pays domestique, et donc c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Monsieur Chagda, maintenant, à la parole. Bon, d'emblée, la CPI a dû
répondre à des interrogations d'indépendance des juges de la communauté internationale, par exemple, de la part du Conseil de sécurité des Nations unies. Et il y a beaucoup d'autres questions qui sont interrogées. Aussi, l'approche géographique ciblée par la Cour. Merci. Merci, Monsieur Chapta. Madame David. L'indépendance des juges est une valeur primordiale et nécessaire. C'est bien une caractéristique d'une cour, surtout d'une cour qui opère pour le droit international. Maintenant, je crois que les juges au niveau de la CPI ne sont pas dans une situation aussi difficile que le procureur. Le procureur est toujours critiqué, quelles que soient les décisions qu'elle prend en matière de sélectivité ou d'influence politique. Mais bon, un juge doit prendre une décision en se basant sur la loi qu'ils doivent faire appliquer. Et ils doivent aussi se baser sur les preuves qui leur sont soumises. Donc, il n'y a pas d'autre argument juridique, donc aucune autre influence. Aucun autre facteur qui peut venir influencer la procédure ou la décision à rendre. Mais avec la CPI, il y a un autre obstacle qui n'existe pas pour les autres cours criminelles internationales, car cette cour n'a pas la compétence d'adopter les règles d'évidence des preuves. Donc, au niveau de l'autre cour internationale, eux pouvaient adopter un règlement d'intérieur par rapport aux preuves. Il y a des avantages, des inconvénients. Toutefois, pour ce qui concerne la CPI, à plusieurs reprises, l'Assemblée des États parties a adopté ou tenté d'adopter, mais bon, a échoué, les règles gérant le recueil des preuves soumises aux juges. Et donc, ils essayent d'influencer le processus décisionnel des juges, surtout pour ce qui concerne certains thèmes comme la recevabilité des preuves et la venue à l'audience de témoins. Et ça doit être de la compétence des juges et pas des États parties, alors que certains États participent dans les procédures juridiques puisqu'ils doivent collaborer avec la Cour. Mais bon, pour la dernière Assemblée des États parties, ceci ne s'est pas produit et nous devons espérer que ça ne va pas se reproduire à l'avenir non plus, car il s'agit là d'un risque portant atteinte à l'indépendance des juges qui doivent rendre justice et décider dans des affaires en cours. Merci. Merci, Madame Bassin. On vous demande de répondre à la même question. Merci, Madame modératrice, et merci d'avoir posé la question. Bon, l'indépendance est un facteur très important pour la crédibilité de la Cour et différents facteurs font de sorte qu'un juge soit indépendant. Il y a le cadre juridique, le serment que l'on prête lorsqu'on accepte la position, mais également l'esprit d'un juge. C'est un juge qui doit adjudiquer et sans se laisser influencer par qui que ce soit. Et donc, si un juge, et je parle en mon propre nom, si j'ai affaire à une procédure. Et je vois ce que mon collègue a mentionné également. Devant moi, il y a les faits et le droit. Et voilà, c'est sur cette base que je vais rendre jugement.
Et tout mon bagage, je le laisse de côté. Nous venons tous de différents horizons. Nous avons nos propres convictions personnelles. Nous sommes certainement biaisés d'une manière ou d'une autre, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut laisser dehors. Je vais avoir l'esprit ouvert, écouter les différentes parties. Au procès, identifier les faits, appliquer la loi et ensuite prendre une décision, tout à fait indépendamment d'autres facteurs. Merci. Merci, Madame Rosa. Une question de ce côté? Merci beaucoup d'avoir organisé cette réunion qui est très utile et très fructueuse aussi pour notre processus décisionnel. Je représente le Chili. La question que je voudrais vous poser, c'est comment vous voyez la relation que vous devez entretenir avec l'Assemblée des États parties. On a déjà entendu qu'il y a des risques d'influence, mais il y a aussi une relation spéciale entre l'Assemblée et la Cour et les différents organes de la Cour. La mission de l'Assemblée n'est pas uniquement une mission politique, mais également une mission juridique. Il y a un pouvoir d'élection, mais aussi d'approbation de budget, mais il y a aussi un rôle de surveillance par rapport aux activités de la Cour. Et l'Assemblée est essentielle pour pouvoir assurer l'inclusion d'autres États qui n'ont pas encore ratifié le statut. Ça, c'est un grand défi. Et donc, on voudrait que l'Assemblée des États parties travaille en collaboration avec la Cour ou de façon isolée. Donc, comment considérez-vous cette relation entre cet organe, qui est un organe diplomatique et politique, mais également légal, et travailler dans une institution qui est un système complexe, et la Cour et vous en tant que juge? Merci. Merci, Madame l'ambassadeur. Donc, la question porte sur comment est-ce que la formation collégiale des juges de la CPI voit la relation avec l'Assemblée des États parties, qui n'est pas uniquement un organe politique, comme il a déjà été mentionné, mais qui joue également un rôle de surveillance par rapport au mode opératoire de la Cour et qui a des caractéristiques légales. Donc, Monsieur Tagla, je vous demande de répondre en premier. Est-ce que je peux poser une question de clarification? Non, vous préférez ne pas réagir, d'accord. Je vais donc demander à Madame Bossa, est-ce que vous voulez bien réagir par rapport à cette question? Merci beaucoup d'avoir posé cette question. La relation entre l'Assemblée des États parties et la Cour peut être difficile de temps en temps. L'Assemblée des États parties est un organe législatif de la Cour qui fixe le budget, qui détermine un certain nombre de choses et joue un rôle politique. Quand il s'agit justement de promouvoir la Cour. Mais personnellement, je pense qu'il faut surtout avoir une relation de partenariat. Il faut avoir des relations proches, mais tout de même garder une certaine distance, car on ne voudrait pas que l'Assemblée des États parties influence les procédures juridiques, mais il y a une responsabilité de collaboration. Et chacun des partis ici présents a un rôle à jouer. Il faut aussi respecter le rôle que chaque parti doit jouer pour éviter de se marcher sur les pieds. L'Assemblée doit fournir suffisamment de fonds pour que la Cour puisse fonctionner, fournir également une ambiance favorable à de bons procédés pour permettre aussi d'adopter des règles qui permettent à la Cour de juger de façon équitable et de façon suffisamment rapide, mais également jouer son rôle politique pour que dans les différents membres de l'Assemblée des États parties, il y a des bonnes relations de compréhension.
pour qu'il n'y ait pas d'impasse quand il faut décider dans certaines situations, surtout entre la Cour et les États parties. La Cour a aussi un rôle à jouer en ce qui concerne l'Assemblée des États parties. Donc la relation doit être proche, mais tout de même garder une certaine distance. La Cour doit reconnaître le rôle que joue l'Assemblée des États parties. Et quand il est nécessaire d'amender les procédures, il faut donc le faire comprendre à l'Assemblée des États parties. Et il y a un besoin de financement et donc il y a des lacunes de financement actuellement. Donc la Cour doit présenter son cas. Évidemment, la relation est nécessaire, il faut l'entretenir et l'améliorer. Et pour l'améliorer, les deux parties doivent agir conformément. Merci, Madame Bossa. Nous demandons à Madame Majara de répondre également. Merci, Madame modératrice. Bon, la relation entre la CPI et l'Assemblée des États parties, on peut le comparer entre la situation internationale et la situation nationale. Évidemment, il y a toujours quelques tensions ou frictions entre les deux organes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne peuvent pas avoir un rôle complémentaire, car l'un, c'est-à-dire l'Assemblée des États parties, doit faire de sorte que la Cour ait tout ce dont elle a besoin en termes de ressources pour lui permettre d'exécuter son mandat sans aucun obstacle. Mais le fait que l'Assemblée des États parties soit formée de différents États membres, il y a différentes attentes par rapport aux États, différents pouvoirs politiques entre les différents États membres. Et donc, je ne pense pas qu'à un certain niveau, il peut arriver que tous les États parties souhaitent la même chose de la part de la Cour, ou ont les mêmes attentes. Donc, d'une manière ou d'une autre, les États parties sont tellement nombreux et polyvalents. Et c'est peut-être un avantage pour la CPI, car ils vont avoir une mitigation entre les différentes positions des États membres. Et donc, une fois que les juges seront élus, même si je ne connais pas encore très bien les règles de fonctionnement, je crois que ces règles sont en place pour protéger les juges et les protéger d'une influence excessive de la part de l'Assemblée des États parties. Donc, normalement, la plus grande crainte, c'est d'être renvoyé en tant que juge, mais ceci n'est pas une menace auquel ils doivent faire face. Mais il doit toujours avoir une tension saine entre les deux. Mais ce sont des organes qui ont un rôle complémentaire qu'ils doivent assurer chacun de son côté. Merci, Madame Majara. Maintenant, on donne la parole à Madame Đurđević. Nous avons déjà parlé de l'Assemblée des États parties comme bras législatif de la CPI. Mais il y a également d'autres aspects qu'il faut tenir en compte car ils sont importants. Il s'agit donc du rôle budgétaire que vous avez mentionné dans la question, mais également la collaboration. Donc, l'Assemblée des États parties peut influencer la Cour en louant davantage ou moins de ressources financières. Ça fait problème récemment et donc ça influence la performance et les activités que la Cour peut entreprendre. Il y a également un mécanisme de surveillance qui fait de sorte que la Cour soit une institution efficace et effective, mais l'Assemblée des États partie a une grande responsabilité par rapport aux liens de collaboration. Nous savons que cette dernière décennie, il y a eu des cas de non-collaboration des États parties avec la CPI. C'est pourquoi nous avons une quinzaine de mandats d'arrêt qui
n'ont pas été exécutés. Il y a aussi quelques procédures qui ont échoué à cause de la non-collaboration de certains États. Et donc, l'Assemblée des États parties a œuvré pour essayer de remédier à cette situation. Il y a aussi des procédures pour s'attaquer à la non-coopération des points ressources et d'autres mécanismes. Toutefois, je crois que l'Assemblée des États parties doit assumer sa responsabilité et assurer la mise en œuvre des décisions de la Cour. Donc, la Cour n'a pas le pouvoir de faire exécuter ces décisions. Donc, ça, c'est aux organes domestiques et nous ne sommes plus un organe du Conseil de sécurité des Nations unies. Ça, c'était pour les autres cours de justice internationale. Mais nous avons donc besoin de ces États membres de l'Assemblée des États parties. Et il y a déjà 128 États qui ont ratifié le statut de Rome. Donc, tout doit être possible pour que la collaboration fonctionne de façon efficace et que la Cour réussisse dans toutes ces procédures juridiques. Je crois que ça, c'est le plus gros défi à relever par la Cour, mais peut-être un rôle plus important pour l'Assemblée des États parties. Si la Cour rend justice, mais que la décision ne soit pas exécutée par un État membre, c'est de la responsabilité des États membres et donc également de l'Assemblée des États parties. Merci beaucoup. Nous avons une question. Bonjour, moi je travaille pour la coalition. Je suis Lise et j'ai une question pour le panel. Est-ce que vous pouvez décrire une expérience que vous avez eue avec les violences sexuelles ou basées sur le genre, ou bien une expérience en appliquant ce genre de perspective à votre travail? Merci beaucoup, Alice. Donc, sa question, elle porte sur l'expérience avec les poursuites de crimes ayant trait à la violence sexuelle ou de genre. Et je vais demander à Madame Majara de répondre à cette question en premier. Ayant commencé ma carrière en tant que magistrat professionnel, j'ai traité beaucoup d'affaires ayant trait aux violences basées sur le genre et les viols et autres crimes de ce type. Non seulement j'ai traité ces affaires en tant qu'officier judiciaire, mais j'ai aussi, comme je l'indiquais dans ma présentation, été une militante sur ces questions. J'ai été associée avec un groupe en Afrique et les études que nous avons faites portaient directement sur ces questions. Nous avons examiné comment le droit touchait les femmes, comment le droit répondait aux besoins des femmes et comment les différentes structures judiciaires répondaient aux femmes, comment les personnes percevaient la violence basée sur le genre et aussi quels étaient les défis. Quels étaient les défis pour ce qui est d'apporter des remèdes aux femmes? Je pense que j'ai beaucoup d'expérience parce que même en tant que juge de la Cour suprême, eh bien là, le viol est une offense, une infraction capitale, bien que naturellement tous les pays essaient de s'écarter de la peine capitale et que celle-ci donc n'a pas été prononcée. Elle demeure cependant encore dans notre droit, mais tout ça pour dire que le viol est considéré comme une infraction très très sérieuse. Je pense que les militants ont une grande influence pour ce qui est de la loi sur les infractions sexuelles. Beaucoup de personnes s'étaient plaintes du fait que les infractions de nature sexuelle avaient été reléguées comme étant des infractions mineures.
Et on voulait donc que les punitions soient plus sérieuses et aussi que les victimes de violences sexuelles aient plus de voix. On voulait aussi qu'il y ait la possibilité avec le sida et le VIH que les personnes soient traitées aussi rapidement que possible. Et j'ai donc émis des ordres sous cette loi. Merci. Madame Majara, Madame Bossa. Merci. J'ai traité des affaires portant sur les infractions sexuelles et les violences basées sur le genre depuis très longtemps. Tout d'abord, le plaidoyer dans la pratique privée. J'ai été militante dans ce secteur. Nous avons travaillé beaucoup avec les femmes mariées qui étaient menacées de viol par leur mari qui était déjà infecté par le VIH. Nous avons travaillé avec des avocats pour assurer la protection de ces femmes grâce avec des ordres de la Cour. Beaucoup de ces femmes n'avaient pas de moyens. Nous avons travaillé avec elles. En tant que juge, au niveau national, je traite des affaires de capital, y compris le viol. Maintenant, il y a eu un amendement, cependant, pour faire passer certains de ces problèmes à la Cour des magistrats. Le viol est un problème très important dans nombreux de nos pays où les femmes sont considérées comme des objets. Tout ceci a trait à la position des hommes. Et il y a beaucoup de défis pour ce qui est de l'éducation des hommes, de façon à ce qu'ils considèrent les femmes comme des êtres de plein droit, qu'ils respectent leurs droits. Il faut aussi les sensibiliser à leurs droits reproductifs, à leur sécurité, d'autres sujets de ce type. J'ai aussi travaillé sur le viol comme arme de répression dans des situations de conflit. Le viol se manifeste dans différents types de scénarios comme le génocide, les crimes contre l'humanité et aussi en tant que crime de guerre. Et je suis heureuse de voir que la CPI a articulé la plupart ou a commencé à articuler de façon plus claire toutes ces différentes manifestations du viol. Le viol et le genre et la violence basée sur le genre a des conséquences sérieuses pour les personnes qui en sont les victimes. Elles souffrent de séquelles morales, psychologiques et physiques qu'on a du mal à réparer. Je suis heureuse que le Conseil de sécurité des Nations unies a émis une résolution pour s'assurer, pour appeler à plus d'attention à ces crimes sexuels et basés sur le genre. Au niveau domestique, nous devons plus faire. Nous devons avoir toutes les lois en place pour éviter les violences sexuelles. Certaines n'ont pas été passées dans notre pays. Nous demandons par exemple maintenant toujours l'amendement de la loi sur les violences au sein des foyers. C'est encore une question. Et il faut mettre en place tous ces cadres juridiques, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, de façon à bien faire face à cette bête qui vraiment cause des problèmes partout dans le monde. Merci. Madame Bossa, Monsieur Chagda. L'un des résultats
de l'affaissement du système de la Mongolie en 1990 a été que les groupes les plus vulnérables de la société, les femmes et les enfants, ont connu encore plus de difficultés. Mon rôle en tant que conseil juridique, en tant que juge qui traite d'affaires portant sur les crimes sexuels. J'ai dû donc m'occuper de beaucoup de ces affaires qui ont eu lieu pendant cette période de transition dans notre pays. En tant que juge, ma tâche a toujours été de protéger les personnes vulnérables, surtout les femmes et les enfants. Sur la base de mon expérience, j'ai compris que les victimes de ce type de crime demandent une approche très délicate. Dans les cas d'exploitation sexuelle, il faut considérer de très près la position de ces victimes. Ces victimes, elles hésitent souvent à partager les détails des crimes. Et il faut donc considérer tout ceci de façon très détaillée pendant l'enquête. Merci, Monsieur Chagda. Madame Dodevich, pendant ma vie professionnelle, j'ai toujours mis un très fort accent sur la perspective de genre. Durant ma vie, j'ai écrit beaucoup de documents, j'ai fait beaucoup de recherches sur les droits procéduraux des victimes dans le cadre des infractions sexuelles. J'ai été le président du groupe d'experts du ministère de la Justice de la Croatie qui travaillait sur des garanties procédurales pour les victimes d'infractions de genre. Par exemple, le droit à un conseil, bien qu'on soit une victime, pas un défendant, et donc un conseil financé par l'État. Le droit à l'exclusion du public pendant qu'on porte témoignage. La Croatie, en 2008, a introduit la possibilité de plaider coupable pour toutes les offenses. Cependant, pendant ma présidence et à ma suggestion, on a accepté que ce plaidoyer de culpabilité, il ne peut se faire qu'avec l'accord des femmes dans les cas d'infraction sexuelle. J'ai aussi encore en Croatie beaucoup participé à différents événements éducationnels dans ce domaine. J'ai aussi écrit une étude sur la mise en œuvre de la Convention sur la prévention qu'on appelle la Convention d'Istanbul sur la prévention des violences contre les femmes. Et j'ai aussi écrit une étude sur les différents changements qu'il faut apporter au système de la Croatie de façon à mettre en œuvre cette convention qui n'a malheureusement pas encore été mise en œuvre en Croatie. J'ai aussi travaillé sur cette question du point de vue du droit à une enquête efficace. Comme nous le savons, ce type d'affaires, bien souvent, il n'y a pas de poursuite et après, il n'y a pas de jugement. J'ai écrit un livre sur le jugement de la Cour européenne des droits humains sur le droit à une enquête dans le cadre des enquêtes des crimes sexuels dans les cas où l'État ne poursuit pas les coupables de ce type de crime. Et dans ce cas-là, eh bien, l'État a changé son droit et ses pratiques. Je sais
que ceci est à l'ordre du jour, non seulement du procureur, mais aussi de la CPI. Cette violence contre les femmes, cette discrimination contre les femmes. Et les juges de la CPI ont eu des jugements très intéressants pour ce qui est de ces infractions et pour s'assurer que ces infractions, elles tombent sous le mandat de la CPI. Merci. Merci. Je pense qu'on peut avoir encore une dernière question. Je vois une question là. Je vous demande, s'il vous plaît, d'être bref, parce que notre temps va bientôt prendre fin. Et donc, je vous demanderai aussi à tous et à toutes qui parlaient de parler peut-être un tout petit peu plus lentement pour les interprètes. Merci, je suis de l'ambassade de l'Allemagne. Je voulais revenir à la première question, à notre panel qui portait sur l'administration de la justice. Je pense qu'un des membres du panel a parlé d'indicateurs de performance. Vous êtes peut-être au courant que la CPI est en train de travailler sur un système d'indicateurs de performance. Et je voulais demander aux membres du panel, que pensez-vous de ce développement, surtout pour ce qui est de cette idée d'avoir des indicateurs de performance pour évaluer, par exemple, certains objectifs stratégiques ou peut-être aussi certaines activités judiciaires de la Cour. Merci. Merci. La question, elle porte donc sur cet examen en cours sur les indicateurs de performance à la Cour pour mesurer donc la performance de la Cour. Je vais peut-être demander à Madame Dordevic de répondre en premier. Oui, tout à fait. Je suis consciente que la Cour travaille sur ces questions. C'était vraiment très fascinant pour moi de lire le rapport de la Cour avec la section et la classification de chaque acte, procédure et sa durée. Et aussi la raison quand on n'a pas, quand on a violé les échéances, par exemple, qu'on est allé au-delà. Tout ceci met la Cour sous pression. Il faut toujours se rappeler que la durée d'une procédure ne dépend pas souvent des juges. Les affaires maintenant qui sont traitées par la Cour, elles durent 5, 6, 7, 8 années. Ceci est très certainement une violation au droit de la défense à une durée raisonnable de la procédure pénale. Mais ceci a aussi été le cas pour toutes les cours pénales internationales précédentes. C'est un des grands problèmes et on a du mal donc à réconcilier ce droit à une durée raisonnable avec l'objectif de la Cour d'avoir des procédures efficaces. Cependant, le problème principal est celui de la coopération. Dans les cours pénales précédentes et dans celle-ci aussi. Donc, il ne s'agit pas toujours du travail des juges, mais de la coopération. Il y a beaucoup de facteurs externes qui ont une influence sur le développement de la procédure pénale. Cependant, les juges doivent faire tout ce qu'ils et elles peuvent faire de façon à ne pas reporter, ralentir la procédure. Cependant, il faut être conscient que souvent ce n'est pas la faute du juge. Je pense que si ce travail montre ce fait, eh bien, et de toute façon, ce travail est un bon développement, s'il peut aider la Cour à être plus efficace. Cependant, vu que les procédures sont vraiment très complexes, je ne suis pas sûre que ce sera clair pour tout le monde, que dans certains cas, ce problème de durée n'est
pas la responsabilité directe du juge, mais aussi, par exemple, de questions de mise en œuvre ou d'exécution du mandat d'arrêt ou d'exécution d'une autre décision de la Cour, par exemple. Merci. Madame Bossa. Les indicateurs de performance, si je comprends bien, c'est un type d'évaluation du travail. Je pense qu'il est important d'évaluer où on est arrivé, comment on en est arrivé là, où on va. Donc, si les indicateurs de performance peuvent nous aider en ceci, eh bien, je suis pour. Nous les avons aussi au niveau national. Nous évaluons, nous soupesons les pour, les contre, les différents obstacles ou les différents éléments qui facilitent notre travail. Et c'est sur la base de ceci que nous décidons de notre charge de travail sur la période à venir. Je pense que c'est une innovation importante et je pense que ceci peut aider la Cour au fur et à mesure qu'elle avance, l'aider donc à travailler avec la rapidité requise. Cependant, ceci est un travail non seulement pour les juges, mais comme ma collègue l'a bien souligné, tous les autres branches de la Cour, elles doivent aussi bien faire leur travail. Parce que s'il y a d'autres acteurs et qui ne sont pas à la page, eh bien, ceci pourrait poser problème. Ceci doit donc impliquer tout le monde. Merci. Madame Majera. Merci. Je suis d'accord que les indicateurs de performance peuvent soumettre les juges à une certaine pression. Cependant, du moment que l'objectif n'est pas de les soumettre à une pression excessive, mais au contraire, d'employer ceci comme un outil pour identifier les défis, les faiblesses, les lacunes de la Cour, dans l'objectif d'y pallier de façon à renforcer la Cour et à la rendre plus efficace, eh bien, je pense que dans ce cas-là, ces indicateurs pourront être très utiles. Et je suis d'accord aussi avec les deux premiers répondants qui disent que la justice criminelle ne dépend pas juste d'un organe de la Cour, mais de tous les organes de la Cour. Et ce système sera plus efficace s'il vise tout le monde et pas juste les juges. Bon, très bien. Eh bien, ceci conclut cette session du panel. Monsieur Dodevich a choisi de ne pas répondre à cette question. Je remercie tout le monde. Tous ceux qui ont posé des questions, tous ceux qui sont présents ici, tous ceux qui suivent par le biais des médias sociaux. Je remercie encore une fois les Pays-Bas, le ministère des Affaires étrangères et je remercie aussi les interprètes qui ont travaillé donc à l'interprétation de cette session, de ces discussions très intensives. Nous allons maintenant prendre une pause pour